Bonjour à tous, je suis Alexandre Gallo, responsable d'une partie des collections techniques du musée et notamment des appareils embarqués. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous présenter une sélection d'objets qu'on a sortis, comme pour les objets d'art, des réserves et encore une fois sur la thématique horlogère au musée. Donc je vais commencer par une série de montres-bracelets qui ont été données récemment par la société Bell & Ross, avec laquelle le musée a un partenariat depuis quelques temps maintenant, une société qui fabrique des montres et qui a gracieusement donné au musée une série de montres particulièrement représentatives de ses productions aéronautiques. Et la première d'entre elles est une montre Guinmer, donc fabriquée en 2014, évidemment en honneur de l'as de la Première Guerre mondiale, Guinmer. Donc on retrouve évidemment la cigogne de l'escadrille des cigognes au centre et au revers le portrait de Guinmer. Donc c'est vraiment une montre représentative et surtout ce qui est intéressant c'est que le design de la montre est directement inspiré, comme d'autres de la série, d'instruments de bord anciens, à l'image de cette montre de bord Zénith type 20, donc qui est une montre de bord des années 30, qui reprend elle-même un design beaucoup plus ancien et notamment des montres de la Première Guerre mondiale, fabriquées par des firmes comme Allion ou Fabre-Bull, qui deviendra par ailleurs dans la suite Zénith. Donc on a vraiment une recherche de conserver un graphisme ancien pour coller avec la montre Guinmer. Dans le même ordre d'idées, la société Bell & Ross a produit un certain nombre de montres qui sont directement inspirées d'autres instruments de bord, à l'image de la montre Climb, ici, qui est une montre assez classique à première vue, mais qui reprend les variomètres qu'on appelle des Climb en anglais. Et on a un exemplaire juste à côté d'un tel variomètre et on retrouve le graphisme et notamment l'indicateur de descente ou de montée. Donc le variomètre est un instrument qui donne la vitesse ascensionnelle ou la vitesse de descente. Et on retrouve ces mêmes flèches qui montent et qui descendent avec les notions up and down sur la montre qui sont en fait ici détournées pour indiquer la réserve de marche de la montre, puisque ce sont des montres automatiques, des montres qu'il faut remonter régulièrement. Et donc, quand on est down comme ici, c'est-à-dire qu'il faut remonter la montre pour qu'elle fonctionne à nouveau. Et lorsqu'elle est pleinement chargée, la flèche d'indication se retrouve sur le côté up. Donc on a vraiment, là encore une fois, une transposition d'un instrument de bord à la montre bracelet. Troisième montre qui est exactement le même cas de figure, la montre bicompass, qui elle s'inspire d'un radiocompas, un instrument de navigation qui permet à l'avion de garder un cap, donc de suivre la route qui s'est fixée. Et on retrouve au centre les heures avec la couronne d'orientement, cette fois-ci, qui tourne en fonction des heures, c'est l'aiguille verte au centre, et les minutes qui tournent dessus, avec le code couleur qui reprend exactement les radiocompas qu'on peut retrouver dans les années 50 et 60, à l'image de celui qui est juste à côté. Donc ça, c'est vraiment une série de montres inspirées d'instruments de bord. À côté de ça, la firme Bell & Ross fait d'autres productions. Ici, on est sur une montre Red Radar, donc qui fait plus travailler l'imaginaire du monde de l'aéronautique avec les radars. Donc on voit ici une montre assez particulière qui reprend un petit peu le scope des contrôleurs militaires notamment. Deux cercles concentriques, au centre un cercle des minutes et autour un cercle des heures, avec deux représentations d'avions. Un avion de chasse au centre pour les minutes, un avion de ligne sur le côté pour les heures. Évidemment, les minutes vont beaucoup plus vite que les heures. On a donc conservé cette idée d'avion plus rapide et plus lent en fonction des indications qu'on veut donner. Et à côté de ça, on a l'aiguille des secondes qui tourne et qui représente le faisceau de rafraîchissement de l'image sur le scope radar. Donc un peu comme on peut le voir dans les films en lien avec l'aviation. Dernière montre, une des plus récentes, une des plus prestigieuses, c'est une montre qui a été fabriquée en partenariat avec la Patrouille de France. Donc une montre qui intègre là des fonctions particulières, évidemment les aiguilles qui montrent les heures et les minutes et les secondes dans le petit cadran à 3 heures, et une fonction chronographe qui est représentée par les aiguilles rouges, avec les minutes dans le petit cadran à 9 heures et les secondes sur le grand cadran. Et on retrouve évidemment à 6 heures le logo de la Patrouille de France. Donc là aussi, c'est une montre automatique. Il faut noter que cette série a été fabriquée à 500 exemplaires et il y a 100 exemplaires supplémentaires qui ont été faits pour la Patrouille de France avec un mécanisme à quartz cette fois-ci et non pas automatique et qui résiste notamment à des contraintes beaucoup plus importantes qu'on peut avoir quand on est à bord d'un avion. Même si, pour ces montres-là,
on est sur des phases de vol, de préparation de vol et d'embarquement. Et à bord, ils ont leurs propres instruments de bord. Dans le monde des instruments techniques, on distingue les montres bracelets et les montres qui sont des instruments de bord, montres de bord. Pour faire simple, les montres bracelets sont évidemment des montres qu'on porte au poignet. La plus célèbre et la première d'entre elles, la première montre bracelet d'aéronautique, c'était la montre Santos-Dumont de Cartier, une commande vraiment particulière par Alberto Santos-Dumont qui a souhaité avoir une montre qu'il pouvait porter au poignet, alors qu'avant on portait essentiellement des montres Gousset. Évidemment, dans ses premiers dirigeables, puis ses premiers aéroplanes, Santos-Dumont n'avait pas de place et beaucoup de contraintes. Et donc, il a souhaité avoir une montre qui pouvait lui donner l'heure de manière très rapide. Il a aussi souhaité avoir une montre bracelet, parce qu'il n'y a évidemment pas encore de cockpit dans ces appareils, donc on ne peut pas encore installer l'appareil fixe devant lui. Donc ça, c'est un premier pan de l'histoire des montres. Et à côté de ça, on va avoir des montres qui sont vraiment des instruments de bord qu'on va retrouver de manière fixe dans les appareils. Alors pour ça, on peut avoir différents types d'intégration dans les cockpits, soit directement en partie centrale dans les planches de bord, comme on peut le voir ici sur cet instrument, sur cet ensemble d'instruments qui est une planche de caudron Simoun C635. Et on retrouve différents instruments, dont une montre de bord qui est intégrée là. Donc il faut savoir que les montres sont des instruments de navigation. Ils permettent de donner l'heure, évidemment, c'est leur fonction première, mais l'heure sert à naviguer. C'est pourquoi on les retrouve sur les tableaux de bord. On peut aussi les trouver de manière déportée dans le cockpit, souvent accrochées en hauteur au-dessus du pilote. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans des cockpits plus récents. En tout cas, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que souvent, les montres sont des éléments personnels de dotation, en tout cas avant la Deuxième Guerre mondiale, des dotations personnelles des pilotes, qui remontent eux-mêmes et qu'ils intègrent dans le cockpit avant de monter, avant de partir en mission. Donc, ou pareil pour l'aviation civile, le mécanisme doit être remonté régulièrement, donc c'est des objets qu'on laisse facilement accessibles sur le cockpit pour pouvoir être déposés, remontés et ensuite réinstallés dans le cockpit. Donc ça, ce sont les principales caractéristiques de ces montres. Après, je fais juste un petit distinguo très rapide avec ce qu'on appelle des montres ou des chronomètres de bord, parce qu'on va avoir différentes terminologies. Globalement, c'est la même chose, ce sont toujours des instruments qui vont donner l'heure, mais on parle de chronomètre à partir du moment où les instruments vont avoir une précision beaucoup plus grande, notamment de pouvoir conserver l'heure à la seconde près pendant plusieurs jours d'affilée sous certaines contraintes d'altitude, de pression atmosphérique, de température, d'hygrométrie. Et aujourd'hui, les chronomètres sont des montres, on retrouve la même chose sur les montres poignées, ce sont des montres très précises qui sont certifiées par un organisme officiel suisse. Donc à partir du moment où on est agréé par cet organisme, on peut parler de chronomètre. Pour l'aviation, c'est un petit peu différent, il n'y a pas une certification à ce point-là, mais on fait le distinguo à partir du moment où on peut avoir une précision. Et on distingue tout ça des chronographes, qui sont en réalité ce qu'on a dans notre imaginaire, le chronomètre de l'arbitre sur le bord du terrain. Ce n'est pas un chronomètre qu'il a dans les mains, mais bien un chronographe qui permet de calculer une durée. Voilà. Donc je vous montre maintenant quelques objets différents que j'ai classés en différentes thématiques, avec ici les classiques de l'armée de l'air, avec une petite évolution historique. Les premières montres de l'aviation militaire, c'est d'ailleurs écrit sur le cadran, avec une très jolie montre avec un beau travail d'émail. On retrouve un cadran sur 12 heures et un deuxième sur 24 heures qui permet de conserver l'heure de jour comme de nuit. Et en haut, la trotteuse, les secondes, qui fonctionne ici plus comme un témoin de marche de la montre et pas vrai. On n'a pas encore besoin d'avoir une précision à la seconde près quand on navigue à ce moment-là. Donc on a ces premières montres de bord. Pendant la Première Guerre mondiale, malheureusement, on n'en a pas en collection, mais il y avait deux fabricants principaux qui sont Allion et Fabre-Bull. On fait un petit saut dans le temps avec la société LIP qui va fabriquer ici des montres. On voit une évolution aussi déjà dans le design et dans le graphisme avec ici des aiguilles qu'on appelle plumes-bâtons, plumes pour les heures, bâtons pour les minutes. On retrouve ça dans les réveils et dans les horloges d'intérieur. Et on va avoir une évolution avec les montres LIP, ici avec cette fois-ci des aiguilles dites cathédrales qui reprennent un petit peu la forme de clocher. Ensuite, on fait un autre bond ici avec une Breguet type 11 qui date de l'immédiate après Seconde Guerre mondiale. Pour avoir l'histoire de cette montre, il faut remonter en réalité à la Deuxième Guerre mondiale et aller voir du côté des Allemands, puisque quand on reconstruit
l'armement français à partir de la Libération. On va récupérer du matériel allemand et on va notamment récupérer des montres allemandes d'avions, notamment des montres Huygens J30BZ. Et bien vite, on va demander d'avoir une production nationale, ou en tout cas autonome, de montres, et on va solliciter la firme Breguet établie en Suisse, mais avec des liens très forts historiquement avec la France, pour fabriquer une montre française, mais qui reprend les mêmes mécanismes que la montre allemande et le même encombrement. Pourquoi le même encombrement? Parce qu'on vole bien évidemment à ce moment-là, parfois sur des avions allemands qu'on a récupérés. On peut en voir notamment un dans le hall de la Deuxième Guerre mondiale, le NC900, qui est un appareil allemand récupéré par la France. Et cette montre-là intègre une fonction chronographe qui permet de conserver le temps. Et le même type de montre, la type 11 toujours, donc c'est exactement le même modèle, on va dire, mais cette fois-ci fabriquée un petit peu plus tard par la firme Dodan, et c'est la montre qu'on peut retrouver à l'époque sur les Mirage 3. Et donc ce sont des montres qu'on va retrouver globalement, des modèles similaires, avec peu d'évolution, qu'on va retrouver jusque dans les années 80-90 dans l'armée de l'air. Donc voici un petit peu un petit panorama des montres de l'armée de l'air. Donc évidemment, si j'ai montré ça, c'est que le musée, la collection d'instruments a beaucoup hérité de l'armée de l'air, et c'est pourquoi on peut avoir une collection assez exhaustive de ce type-là. Je passe ensuite sur les montres dites que j'ai appelées un petit peu insolites, avec une des montres les plus anciennes de la collection, sur les montres de bord, une montre des années 10-20, en tout cas tout début des années 20 grand maximum. On retrouve les aiguilles plumes bâton dont je parlais tout à l'heure, et un cadran des secondes à 6 heures. Ensuite, une montre de navigation américaine cette fois-ci, qui est notamment employée sur les bombardiers américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a la particularité de n'être pas sur 12 heures, mais sur 24 heures. Effectivement, quand les bombardiers américains doivent faire des grandes missions sur des théâtres d'opération tels que le Pacifique, ils peuvent avoir des missions qui durent très longtemps, et sont des instruments qui sont souvent utilisés en même temps que des sextants, pour notamment faire le point astronomique. On regarde ensuite l'heure à laquelle on a fait le relevé, et en croisant tout ça avec des tables astronomiques, on arrive à déterminer sa position. Donc c'est une montre très intéressante, qui a été fabriquée par la firme Hamilton, qui était un des grands producteurs de montres pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, je vous montre ici, cette fois-ci pas une montre, mais bien un chronographe, qui a appartenu à une personne méconnue et qui mériterait d'être un petit peu mieux connue, qui est Madame Odette Rousseau-Balézy, une pionnière du parachutisme et du saut libre, de la chute libre en France. Elle a notamment travaillé avec l'armée dans les années 50 et elle a battu en 1955 un record de chute à plus de 8200 mètres. C'est le type d'instrument qu'elle pouvait porter pour chronométrer le temps de chute avec d'autres instruments, notamment des altimètres qu'elle portait sur son équipement. À côté de ça, une montre qui provient également d'un avion que nous avons en collection, qui est présenté dans le hall de l'entre-deux-guerres au musée de l'air, qui est le Devoitine D530 de Marcel Doré, un as de la Première Guerre mondiale, un champion de voltige et grand démonstrateur d'aviation dans les années 30, et qui combattra encore pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc un personnage vraiment célèbre. Et donc ça, c'est la montre qui provient de son avion qui est unique puisqu'elle a été fabriquée en un seul exemplaire spécifiquement pour lui. Et cette montre-là, donc, qui est fabriquée par la société Jaeger, s'inspire des premiers Chronoflight fabriqués par Jaeger et Le Coultre. Et donc il y a la particularité d'avoir un cadran qui indique les heures et les minutes, avec les deux aiguilles, un chronomètre à 6 heures ici, qui permet d'avoir une première évaluation du temps, et un deuxième totalisateur de temps en haut, qui permet de conserver la durée de vol, par exemple. Ce qu'il faut noter sur cet instrument, c'est que le cadran du chronographe est inversé. Il est cette fois-ci anti-horaire et pas horaire, ce qui rend vraiment très difficile la lecture de cet instrument quand on est en vol, notamment sur des avions de voltige, où effectivement la notion de chronométrage et de temps de vol est vraiment important. Et on termine cette série des insolites par une montre qui provient d'un Concorde. Donc c'est une montre qui marque une différence avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, puisque c'est une montre analogique, mais qui intègre un cadran numérique
Donc on va avoir un cadran qui permet d'avoir l'heure de référence pour le pilote et à côté l'heure GMT, donc c'est le Greenwich Meridian Time, donc c'est le temps universel aujourd'hui, l'UTC. Et donc on a vraiment ici cette évolution, cette intégration du temps numérique et qu'il ne faut pas entendre au point de vue informatique aujourd'hui, mais c'est bien parce qu'il y a un affichage de numéros. Et effectivement, l'intégration aussi, on le voit avec le boîtier qui est beaucoup plus grand, de l'électronique dans les cockpits. Donc voici pour ces quelques montres. Donc on va terminer par cette dernière vitrine qui nous permet de faire le tour du monde un petit peu, puisque j'ai rassemblé ici quelques montres étrangères qui nous permettent d'avoir une évolution, encore une fois, sur une période donnée de la montre de bord. Donc les premières d'entre elles sont des montres allemandes, avec deux montres qui datent de la Deuxième Guerre mondiale. Une première montre qui date du début de l'entrée en guerre avec un Messerschmitt Bf 109. Et cette montre a la particularité d'avoir un boîtier à charnière qui permet de remonter la montre et de la faire refonctionner sans avoir à la déposer complètement du cockpit. Donc là, on a vraiment la recherche d'efficacité, un vrai travail d'ingénierie qui permet d'avoir un outil efficace et facile pour les pilotes et les équipages. À côté, une montre qui est au standard de la Luftwaffe entre 42 et 45, qui est fabriquée par Huygens. Et si on se souvient de tout à l'heure, c'est la montre qui a inspiré, en tout cas le type de montre qui a inspiré la Breguet type 11 française d'après-guerre. Donc on retrouve le même format, le même modèle, le même design, et donc une montre allemande à l'origine. Un petit bond dans le temps, même si formellement ça ressemble, on est ici dans les années 55 avec une montre NABO pour Navigation Bordur, qui veut dire tout simplement montre de navigation, et qui provient d'un Fiat G91, donc un avion italien livré spécifiquement à l'aviation allemande d'après-guerre. Donc on est ici sur trois montres allemandes. De l'autre côté, pendant la guerre, côté américain, on pouvait avoir ce type de montre, avec l'une des plus célèbres, le type 11, qui est au standard de l'US Air Force à partir de 1943 et qui va être employé largement après dans les années 40 et jusqu'au début des années 50. À noter que la mention 8 Days dessus, qu'on retrouve sur de très nombreuses montres à l'époque, n'est pas le nom d'une marque, mais bien un standard, puisque ce sont des montres qui sont capables de conserver leur temps pendant 8 jours. Il y avait d'autres standards, celui-ci a été un des standards les plus couramment employés dans l'aviation, notamment chez les Américains. À côté, une évolution de la montre, avec le type A13, qui est aussi une montre au standard de l'US Air Force à partir des années 50. Et qu'on retrouve sur de très nombreux appareils F-86, F-100 et suivants. On quitte un petit peu le monde militaire, cette fois-ci avec deux montres toujours américaines mais civiles, une montre qu'on peut retrouver notamment sur les Boeing 707 et une montre qu'on peut retrouver sur les Cessna, donc une aviation de ligne et une aviation plus légère qu'on peut retrouver sur les avions privés. Et enfin, je terminerai avec deux montres qui sont très similaires. Une montre suédoise qui équipait notamment les Saab J-29 qui sont les premiers avions à réaction suédois et une montre russe. Et si on regarde bien ces deux montres-là, elles nous rappellent très étrangement la montre de Marcel Doré tout à l'heure, tout simplement parce que ce sont des évolutions de la Jaeger-LeCoultre des années 30. Et on retrouve exactement la même composition avec un cadran, les deux boutons latéraux, un cadran sur 12 heures, un chronographe en partie basse et un totalisateur de temps en partie haute. Sur la montre suédoise, on retrouve le fonctionnement anti-horaire ici. Par contre, côté russe, on a cette fois-ci fait le changement avec une conservation horaire. Notez que les Russes ont acheté un premier lot auprès de Jaeger dans les années 30 et qu'ils ont très rapidement copié ces montres-là pour les fabriquer dans leurs propres usines. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce sont des usines qui ont été délocalisées, notamment en partie centrale du pays, loin du front. L'une des principales usines de fabrication, c'était Molniya, qui était au milieu de la Sibérie, pas très loin de Yekaterinbourg. Et ils ont fabriqué leurs montres et ils ont volé avec ces montres-là jusque dans les années 90. Donc on a vraiment ici une évolution de la montre, mais on voit qu'il y a parfois des évolutions importantes, des intégrations de l'électronique et parfois des conservations, en tout cas formelles, très longues, comme on peut le retrouver sur ces montres-là.